retrouver notre invité ce matin, Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme. Claude Moniquet, bonjour. Ah, nous sommes normalement avec Claude Moniquet. Est-ce que vous êtes là, Claude Moniquet ? Je suis là, Eva, vous m'entendez ? Parfaitement bien, merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J. Vous êtes expert en contre-terrorisme et je rappelle que vous êtes également co-auteur du livre Comprendre le 7 octobre. C'est aussi à ce titre que nous sommes avec vous ce matin. Vous avez également été agent pour les services français. Claude Moniquet, ce matin, on apprend que le Hamas n'a pas publié la liste des 3 otages qui doivent être libérés aujourd'hui, normalement 3 femmes. Le porte-parole de Tsahal a indiqué tout à l'heure que l'accord de cessez-le-feu ne pouvait donc pas rentrer en vigueur. Claude Moniquet, est-ce que ça fait partie, j'ai envie de dire, du jeu de ce type de négociation, ou est-ce que là, il y a réellement de quoi s'inquiéter ? Alors, il y a sans doute de quoi, il y a d'abord de toute façon toujours de quoi s'inquiéter quand on traite avec le Hamas, mais particulièrement sur cette trêve et sur la libération des otages. Le processus initial doit durer 42 jours. On ne sait pas s'il arrivera à son terme. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça commence très mal. Probablement, effectivement, comme le dit le Hamas, pour des questions de problèmes techniques, comme ils disent, sur le terrain. Enfin, il n'en reste pas moins que si chaque condition du cessez-le-feu n'est pas remplie et que ce genre d'incident se répète, le processus entier pourrait capoter. Justement, Claude Moniquet, ces raisons techniques, on a du mal à comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est une expression par avant de propagande du Hamas, ou est-ce que ces raisons techniques, ça veut dire autre chose ? Alors le Hamas n'a pas tellement intérêt aujourd'hui à ralentir l'entrée en vigueur de la trêve, parce que d'une part il en a besoin, puisque ça lui permettra de souffler, de se rééquiper, de se repositionner, et d'autre part il peut tout craindre à partir du moment où Donald Trump sera le locataire de la Maison Blanche demain. Donc il n'a pas intérêt à retarder les choses pour le moment. Je pense que ces problèmes techniques auxquels ils font allusion traduisent d'une part le très net affaiblissement de l'organisation, de son commandement, de ses réseaux de communication, et le fait que par définition, il est évident que les otages sont dispersés, ils ne sont pas tous au même endroit, et que donc sur un terrain qui est extrêmement contrôlé par les forces israéliennes, il est certainement très difficile pour les gens du Hamas de circuler, de se concerter et d'acheminer les otages vers l'endroit où ils doivent être concentrés avant leur libération. Claude Moniquet, il y a actuellement 98 otages encore dans la bande de Gaza, 33 qui doivent être libérés dans la première phase de cet accord avec le Hamas. Tout à l'heure sur notre antenne, en début d'édition spéciale, Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, nous disait « c'est pas vraiment un accord en fait, c'est une rançon qu'Israël paye aux terroristes ». Est-ce que vous partagez ce point de vue et pourquoi ? Oui, bien sûr, c'est une rançon, c'est le résultat d'un chantage ignoble. Dans une prise d'otage, je veux dire de type extérieur. Je ne parle pas d'une prise d'otage intérieure à un pays comme celle du Bataclan qui se règle, on sait tous comment elle se règle et comment elle se termine toujours. Dans une prise d'otage qui s'exerce sur un territoire étranger, à l'encontre de ses citoyens, un État en fait a très peu de possibilités. Il en a 2. Soit libérer les otages par la force, c'est dans le cas présent évidemment impossible, soit négocier. Et à partir du moment où il entre dans le processus de négociation, les cartes sont toutes dans la main du preneur d'otages, qui lui a le pistolet à la main et le pistolet est sur la tempe de l'otage. Il peut faire monter la pression, la faire baisser, jouer avec les sentiments et les sensations et le moral de la société qui elle-même fera, comme on voit en Israël, fera pression sur le gouvernement pour obtenir une libération. Donc malheureusement celui qui mène le jeu, celui qui mène la danse, c'est le terroriste, c'est le preneur d'otages.
Claude Moniquet, vous avez vous-même, lorsque vous étiez agent pour les services français, participé à des négociations pour libérer des otages. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que les négociations sont rompues parce que le Hamas ne fournit pas la liste? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe quand il y a une crise comme ça? Alors, permettez-moi de rectifier un point. Je n'ai pas participé à des négociations, je ne suis pas négociateur, mais il m'est arrivé de participer à de la collecte de renseignements qui soutenait des négociations, et aussi bien d'ailleurs quand j'étais à la DGSE qu'au sein de notre société privée. Ce qui se passe, c'est que un accord c'est un espèce de script de scénario. Je veux dire, chaque étape doit être respectée parce que c'est ça qui va construire, je dirais pas la confiance. Israël ne fera jamais confiance au Hamas, mais qui va construire les conditions de la réalisation finale de l'accord. Et donc, effectivement, à partir du moment où, dès la première étape, ça fonctionne pas, on voit que la machine risque de se gripper. Donc, il est très clair que dans l'intérêt des otages, dans l'intérêt des otages et des civils palestiniens. Aujourd'hui, l'intérêt du Hamas et l'intérêt de tout le monde, c'est que ces problèmes techniques soient résolus le plus vite possible et que l'accord se mette en place. Claude Moniquet, vous êtes aussi expert en contre-terrorisme. On a une première liste de 14 terroristes qui vont être relâchés dans le cadre de cette rançon ou de cet accord pour la libération des otages. Parmi eux, on a énormément de terroristes qui ont du sang sur les mains, qui ont commis des attentats très meurtriers, plusieurs dizaines de morts. Ça en fait probablement même plus de 50 ou de 100 morts en Israël si on additionne les responsabilités de ces 14 premiers noms qui ont été publiés de terroristes qui vont être relâchés. Claude Moniquet, vous êtes expert en contre-terrorisme, on pense tous à l'accord Shalit qui a eu lieu en 2011, qui a permis la libération de Gilad Shalit. Est-ce que cet accord, le fait de libérer ces terroristes, même si c'est pour récupérer des otages, c'est dangereux pour Israël? C'est un accord dangereux, bien entendu, mais après, c'est le travail des services de sécurité de parer à tout et de faire en sorte que ces terroristes libérés ne puissent plus nuire. On verra comment ce sera exercé. On a effectivement, dans le passé, de nombreux exemples de terroristes palestiniens qui ont été libérés et puis qu'on a retrouvé les armes à la main, soit dans des combats à Gaza, soit dans la préparation de nouveaux attentats. Donc c'est une partie de l'équation, mais de nouveau, on est sur quelque chose qui est inévitable à partir du moment où il faut en passer par les conditions du preneur d'otages pour obtenir un accord. Claude Moniquet, ça veut dire que c'est le Hamas en fait qui domine la situation ce matin? Alors le paradoxe, c'est que le Hamas est extrêmement affaibli, que sa direction a été décimée, y compris plusieurs de ses chefs tués. Qu'il a effectivement il est objectivement le perdant de cette guerre militairement parlant, mais en termes de propagande et en termes de mobilisation des masses, comme disent les activistes, il est le gagnant parce qu'il pourra se présenter, et c'est ce qu'il fait déjà, comme étant le vainqueur, l'organisation qui a défié Israël, plus courageuse et plus efficace que les pays arabes qui ont fait plusieurs guerres à Israël, parce qu'eux sont arrivés à mener une opération, à tenir quand même 15 mois de guerre face à Israël, qui est l'armée la plus puissante de la région et une des plus puissantes du monde, et qu'ils sont arrivés en fin de course, ils arrivent en fin de course à imposer leurs conditions. Donc, bien entendu, ils se présentent comme les vainqueurs, et malheureusement, ils sont... je dirais les choses de manière simple. Il est très clair que même si le Hamas est affaibli, et certains otages ont été libérés, les buts de guerre fixés par Israël au lendemain du 7 octobre ne sont pas atteints. Les buts de guerre, libération des otages et anéantissement du Hamas, ça c'est pas atteint. Pourtant, il y a eu quand même des victoires. Il y a eu des victoires, bien sûr, et il y en aura encore. Mais Israël a perdu la guerre? Je ne dirais pas ça comme ça, mais on pourrait le dire sans que ce soit choquant. Enfin, sans que ce soit choquant, c'est choquant moralement. Mais on pourrait le dire sans que ce soit choquant au plan de la vérité. Israël n'a pas gagné la guerre. Et on verra comment se passera la suite de la négociation si tout se passe bien. Et si on arrive vraiment, si les Israéliens arrivent vraiment
à chasser totalement, comme ils le veulent et comme il le faut, le Hamas de toute participation à la gouvernance de Gaza. Claude Moniquet, dernière question. Il y a des chiffres qui sont parus d'experts du Shin Bet dans la presse israélienne qui évoquent le fait de la violence, effectivement, de la riposte de Tsahal après le 7 octobre, qui était attendue, effectivement, pour les Gazaouis, et le fait que le Shin Bet en témoigne. En fait, il y a depuis, bien sûr, beaucoup de recrutement au sein du Hamas. Ça veut dire que c'est un peu le mythe de Sisyphe, cette lutte que mène Israël contre le Hamas, ça ne peut pas aboutir? Alors moi, je dis depuis, et ma co-autrice Geneviève Etienne dans notre livre, nous disons depuis le début de la guerre, depuis le 8 octobre, que les buts de la guerre d'abord sont contradictoires. On ne pouvait pas à la fois libérer tous les otages et détruire le Hamas, premièrement, et que deuxièmement, ces buts ne pouvaient pas être atteints. Les Israéliens libéreront, j'espère, la majorité des otages. Mais on sait déjà qu'il y en a un grand nombre qui ont été tués, premièrement. Et deuxièmement, au plan de la situation du Hamas, on ne détruit pas une organisation comme le Hamas parce on n'est pas en face d'un de ces groupes terroristes européens qu'on a connus, marxistes, qu'on a connus dans les années 80, qui étaient formés de quelques dizaines d'excités extrémistes. On est en face d'une organisation de masse qui est mue par une idéologie solide et qui est en pleine progression dans le monde arabo-musulman, l'idéologie des frères musulmans et de l'islamisme radical, et qui s'appuie sur une population qui la soutient en grande partie et dans laquelle elle puise ses réserves. À partir du moment où cette population, en plus dans la culture arabe, arabo-musulmane, où cette population a souffert de la guerre, il est évident que c'est un puissant moteur de recrutement et de motivation pour des jeunes, et que demain, en fait, la guerre aura produit de nouvelles générations de terroristes, très clairement, et qui viendront demain renforcer les rangs du Hamas. On ne détruit pas une organisation comme celle-là, on peut l'affaiblir, on peut l'acculer dans un coin, l'empêcher au maximum de nuire et l'empêcher d'arriver à la gouvernance, de revenir à la gouvernance de la bande de Gaza. Mais pour cela, il faudra passer par des négociations avec, d'une part, l'autorité palestinienne et d'autre part, des pays arabes. Oui, des négociations politiques, donc on l'aura compris. C'est donc à suivre, on en reparlera bien sûr sur Radio J. Merci beaucoup Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et co-auteur de Comprendre le 7 octobre, paru aux éditions du Félin. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin pour cette édition spéciale sur Radio J. Bonne journée à vous, merci. Merci Eva.